Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une partie de la chimie, il s'agit de l'atome mystique et on va essayer de résumer cette partie en 15 questions. Donc allez-y, on commence à partir de la première question, qui sont les constituants de l'atome? Donc si on prend par exemple la matière elle est constituée à partir des atomes. Et chaque atome, on trouve un noyau chargé positivement se trouve au milieu, ou bien au centre, et des électrons chargés négativement qui gravitent autour de ce noyau. Si on prend par exemple le noyau est constitué des neutrons ou des protons, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Et les neutrons sont chargés, non chargés, neutres électriquement, et les protons sont chargés positivement, et chaque proton est caractérisé avec une charge plus E, avec E c'est la charge élémentaire. Donc, l'atome est globalement neutre, puisque la charge du noyau est compensée par la charge des électrons. Un élément chimique, c'est l'entité qui se conserve lors des réactions chimiques. Autrement dit, une entité caractérisée par son numéro atomique Z. Z, c'est exactement le nombre de protons. Et pour un isotope, les éléments ont même Z ou bien le même nombre de protons. Donc, sont différents de N ou bien de A. Puisque chaque élément chimique, on peut l'écrire sous cette forme X, Z et A. A, c'est le nombre de masse, Z, c'est le numéro atomique. Et A, c'est Z plus N, avec N, c'est le nombre de neutrons, Z, c'est le nombre de protons, ou A, c'est le nombre de masses. Alors, on passe à la deuxième question, c'est la description d'une expérience qui permet de montrer la quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc, on va prendre l'hydrogène, ou bien le gaz dihydrogène, et on va le mettre dans un tube, et on va essayer de exciter les atomes. Comment exciter? Avec une tension, par exemple, les électrons passent à passer d'état fondamental vers des niveaux supérieurs. Dans le cas de retour des électrons, il y a l'émission des photons ou bien des radiations. Alors, pour analyser cette radiation qui vient ici, comme ça, dans ce sens, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un prisme. Le prisme, c'est un analyseur de spectre. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir il y a 4 rayons dans le visible, ou bien 4 couleurs sur l'écran. Donc, c'est ce qui montre deux choses. Donc, la première chose, que les radiations qu'on va obtenir sont séparées entre ces radiations. Il n'y a pas de lumière, c'est l'obscurité. Donc, on dit que le spectre est discret, où il n'y a que 4 couleurs dans le visible. Alors, ça montre que le spectre est un spectre discret. Pourquoi le spectre est un spectre discret? Parce que les transitions possibles, ce sont des transitions bien déterminées. Si vous prenez par exemple H alpha, c'est le rouge. Et donc, quelle est la transition responsable à cette radiation? C'est la transition à partir de n égale à 3, à partir du niveau 3, vers le niveau 2. Ça va donner l'émission d'un photon, et ce photon caractérisé avec une coloration rouge-orange, et sa fréquence, ou bien l'énergie, c'est h nu, donc c'est une longueur d'onde lambda bien déterminée. De même pour les autres transitions, c'est-à-dire dans le visible, ce qu'on va voir, c'est 4 transitions possibles. À partir de 3 vers le 2, 4 vers le 2, 5 vers le 2, 6 vers le 2. 6 sont 4 radiations dans le visible, appartient à la série de Balmer. Et il y a des autres radiations invisibles, par exemple à partir de niveau 7 vers le 2, c'est une radiation invisible, n'appartient pas à l'intervalle 0,4-0,8 micromètres. Donc on peut regrouper ça dans la série de Balmer, telle que 1 sur lambda, nombre d'ondes, égale à combien? La constante de Rydberg, 1 sur 2 au carré, moins 1 sur m au carré. Et chaque valeur de m peut être égale à 3, ou 4, ou 5, ou bien 6. Et chaque transition correspond à
une radiation bien déterminée. Donc, voilà, grosso modo, l'expérience qui montre la quantification d'énergie, puisque le spectre est un spectre discret. Alors, je passe au modèle de Bohr. Pourquoi le modèle de Bohr? Parce que le modèle de Rutherford ou bien le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène, ça c'est l'atome d'hydrogène, H, il est constitué d'un proton au centre, c'est le noyau, et d'un électron qui gravite autour de ce proton. Alors, si on fait une étude classique, donc on peut montrer que l'énergie mécanique de l'atome d'hydrogène, ou bien l'énergie totale, égale à cette expression égale à moins E. C'est négatif. Il s'agit d'une énergie mécanique négative, donc ça montre qu'il s'agit d'un état lié. La trajectoire est circulée dans ce cas. Et la deuxième chose la plus importante pour nous, c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène qui est variée d'une façon continue. C'est-à-dire à chaque valeur de L, il y a une énergie mécanique qui correspond à cette valeur de L. Alors, d'après l'expérience, ce n'est pas possible parce que l'énergie n'est pas continue et c'est une énergie qui est discrète ou bien quantifiée. Donc, l'énergie est une fonction continue de R. Donc, ce résultat ne permet pas d'expliquer le spectre d'émission discontinue de l'atome d'hydrogène. Pour expliquer ce spectre, donc, il faut qu'il y ait des hypothèses. C'est exactement les trois hypothèses de Bohr. Donc, quelles sont les trois hypothèses de Bohr? Ce qu'on va voir dans la question numéro 4. Alors, la première hypothèse dit que l'électron décrée des trajectoires, ou bien on dit trajectoire orbite, c'est la même chose. Donc, trajectoire orbite, c'est la même chose. Et stationnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électron peut se trouver dans l'orbite numéro 1, n égale à 1, ou bien l'orbite numéro 2, ou bien 3. Et on ne peut pas trouver l'électron entre le 1i et le 2, ou bien entre le 2i et le 3. Soit dans si l'énergie est suffisante, il va passer à un niveau supérieur, sinon il va rester toujours le niveau n égale à 1. Autre chose, c'est-à-dire pour avoir une transition d'un niveau à un autre, pour avoir soit rayonnement ou absorption de l'énergie, donc il faut que l'énergie rayonnée ou absorbée égale exactement H. Par exemple, dans le cas où l'électron passe d'un niveau bas vers un niveau haut, à partir de N vers M, alors dans ce cas, il faut donner à l'atome d'hydrogène une énergie égale exactement H. Et H égale à quoi? La différence EM moins EM, ou bien la différence en valeur absolue. Dans le cas contraire, où il y a l'émission, l'électron passe d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, et ça va donner un rayonnement, ou bien un photon d'énergie H. H, c'est exactement l'énergie la plus grande, l'énergie la plus puissante, ou bien il y a la différence en valeur absolue. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième, qui est la plus importante, c'est la quantification du moment cinétique orbitalaire de l'atome d'hydrogène, ou bien de l'électron. On va la noter sigma OL qui égale à NH sur 2P, ou bien NH bar. Avec H bar, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck réduite, égale à H sur 2P. Où N, bien sûr, appartient à N étoile. Donc, grâce aux trois hypothèses de Bohr, on peut montrer que l'énergie de l'atome d'hydrogène est quantifiée et je peux expliquer le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Donc, dans la question 5, il demande les conséquences de ce modèle. Donc, on peut montrer que le rayon ou bien le rayon de l'orbite s'écrit avec cette façon, Rn égale à A0 n au carré, donc il y a la quantification. Pour n égale à 1, R1 égale à A0, pour A0 c'est le rayon de Bohr, c'est 53 picomètres. De même, si on remplace Rn dans l'expression de l'énergie mécanique qu'on a trouvée classiquement, on peut montrer que l'énergie s'écrit avec cette façon. Moins 13,6 sur n au carré en électron-volts. Ça, c'est l'énergie de l'atome d'hydrogène, il est quantifié. Et grâce à cette relation, je peux montrer qu'il y a un accord entre le modèle de Bohr et le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire la quantification d'énergie. Alors, pour expliquer les autres atomes pôles électroniques, c'est-à-dire le modèle de Bohr, c'est insuffisant, donc il faut passer à une théorie plus large, c'est la mécanique quantique. Et comme introduction, ou bien
quelques notions mécaniques quantiques, il y a les nombres quantiques. Donc, il y a 4 nombres quantiques. Pour décrire complètement l'état de l'atome, par exemple d'hydrogène, on a besoin de 4 nombres quantiques. Le premier nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal n. C'est un non nul et caractérise le niveau ou bien la couche. Et il y a le deuxième nombre quantique, c'est le nombre quantique secondaire, c'est L. Et L, il est compris entre 0 et n-1, c'est-à-dire à chaque couche égale n, c'est-à-dire lorsqu'on est en 1, dans un niveau n, il y a n valeurs possibles de L. Ou bien on dit il y a n sous-couches, parce que n indique la sous-couche. Pour chaque valeur de L, on donne un symbole qui permet de caractériser ce niveau, sous-couche, ou bien l'orbital atomique. Par exemple, L égale à 0, c'est S, L égale à 1, c'est P, L égale à 2, c'est D, etc. Le troisième nombre quantique, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique magnétique, c'est ML, c'est un entier, dans ce cas, il est compris entre moins L et L. Si on fait L moins L plus 1, ça va donner 2L plus 1 valeur. Pour chaque valeur de L, il y a 2L plus 1 valeur possible. Donc, ML, c'est un nombre quantique qui indique l'orientation de l'orbital atomique. Et finalement, on peut montrer, ou bien l'expérience montre que la nécessité d'un quatrième nombre quantique, c'est ce qu'on appelle le nombre magnétique de spin noté ms, ou bien le nombre magnétique de spin qui peut prendre que 1,5 plus 1,5 ou bien moins 1,5. Spin up ou bien spin down. Comme ça, je peux finalement caractériser l'état d'électron ou bien l'état de l'atome d'hydrogène par un quadruplet N, L, ML, I, MS, c'est un quadruplet largement suffisant pour décrire l'état d'un électron ou bien l'état de l'atome d'hydrogène. Alors, pour un atome hydrogénoïde, c'est quoi un atome hydrogénoïde? C'est exactement un atome qui va perdre tous ses électrons sauf un. Comme exemple, l'hélium contient 2 électrons. Si on arrache un électron, il va rester que un seul électron. Donc, il s'agit de 2 protons, plus de E, plus de protons, et un seul électron. Cet électron gravite autour de ce noyau. Donc, il s'agit d'une situation similaire à l'atome d'hydrogène, pour cela on dit atome hydrogénoïde, mais les changements qu'on va voir dans le rayon ou bien dans l'énergie, ici on divise sur Z, ou ici on multiplie fois Z au carré. Si on remplace Z égale à 1, on retrouve les résultats de l'atome d'hydrogène. Alors, je passe à la question 8, qui sont les règles de remplissage. Donc, il y a 3 règles de remplissage, c'est-à-dire pour avoir la configuration électronique d'un atome, polyélectronique bien sûr, donc c'est-à-dire la répartition des électrons sur les différentes couches et sous-couches, on est obligé de respecter quelques règles. C'est ce qu'on appelle les règles de remplissage. La première règle de remplissage, c'est ce qu'on appelle la règle de Krzyzewski, ou bien principe de stabilité, ou bien d'énergie minimale. C'est-à-dire, le classement ou bien le remplissage des électrons se fait selon n plus L croissant. C'est-à-dire n plus L croissant. On commence par le n plus L le plus petit et progressivement on avance. Mais dans le cas où il y a égalité entre n plus L, c'est le cas par exemple, si on prend par exemple 3S I 2P. Donc ici n égale à 3, donc c'est 3. L égale à 0, donc ça va donner en total 3. Ici n égale à 2, ou L égale à 1, ça va donner 3. Dans ce cas, il y a égalité entre les deux orbitales atomiques. Au niveau de n plus L, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par le n le plus petit. Donc on va remplir le 2p après
3S. Donc, voilà, donc le classement, si on respecte cette règle, voilà le classement des orbitales atomiques. Donc, il y a un S, 2S, 2P, 3S, etc. Alors, pour la capacité, pour le S, le maximum, c'est ce qu'on peut mettre, c'est 2. Pour le P, le maximum, c'est 6. Pour D, le maximum, c'est 10. Et pour F, c'est maximum, c'est 14 électrons. Alors, je passe au principe d'exclusion de Pauli. Qu'est-ce qu'il dit? Il est impossible que deux électrons d'un même atome possèdent 4 nombres quantiques identiques. C'est-à-dire, dans un atome, j'ai 2 électrons, je ne peux pas avoir même quadruplet. Si on a, par exemple, le même N, le même L et le même ML, il faut avoir au moins une différence au niveau de nombre magnétique de spin ms. C'est-à-dire, le premier va prendre 1,5 ou le deuxième moins 1,5. Par exemple, pour S, je peux mettre 2 électrons. Le premier électron, par exemple, si on met par exemple ici 2S, on a N égale à 2. Donc N égale à 2. Puisque il s'agit de S, L égale à 0. Et L égale à 0, donc ML égale à 0. Donc pour le premier électron, on va mettre le MS 1, 2. Et pour le deuxième, on va mettre 2, 0, 0, moins 1, 2. Donc j'ai même N, L et ML. Donc il faut au moins avoir la différence au niveau de MS. Donc on ne peut pas avoir les 4 nombres quantiques identiques pour 2 électrons qui appartiennent au même atome. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Et la dernière règle, c'est la règle de Hond. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on est dans une sous-couche comportant plusieurs orbitales atomiques de même énergie. Par exemple, 2P. 2P contient 2Px, 2Py et 2P, 2Pz. Et chaque orbital de Px correspond à un gaz quantique, la même chose pour 2Py et 2Pz. C'est même énergie, puisque même N, même L, c'est même énergie. Donc, les électrons occupent le maximum spin 1,5 avant d'avoir les électrons s'apparier ou bien de changer de spin. Si par exemple ici j'ai 4 électrons dans cette orbital atomique, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier sera comme ça, avec spin 1,5, deuxième comme ça et troisième comme ça. Et puisqu'il y a un quatrième, il faut revenir au premier et mettre spin moins 1,5. C'est-à-dire qu'il faut repérer le maximum avec spin 1,5. Ici, il y a des électrons, on revient à la première case quantique et on inverse le spin. Et chaque case bien sûr, est capable de prendre que 2 électrons. Alors, je passe à la configuration électronique et je donne quelques exemples. Par exemple, je prends l'exemple de l'oxygène, Z égale à 8. Qu'est-ce qu'on va faire pour écrire la configuration électronique? C'est 1s2, 2s2 et 2p. Normalement, la capacité de p, c'est 6, non, qui va rester seulement 4. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la couche de valence ou bien la couche périphérique. La couche de valence. C'est le N le plus grand et en plus la sous-couche incomplète. Ici, le N le plus grand, c'est N égale à 2, donc 2s2, 2p, 2p4. Et on peut distribuer ces électrons comme ça, par exemple sur le 2s, je peux mettre le premier électron et le deuxième électron, et sur 2p, il est constitué de 3 cases parce que la capacité c'est 6, et je peux mettre le premier, deuxième, troisième et le quatrième comme ça. Alors, donc je peux représenter le schéma de Lewis pour l'atome d'oxygène avec 2 doublés libres. Ça, c'est le premier sur 2s, le deuxième sur 2px par exemple, et il va rester 2 électrons célibataires. Le premier électron va représenter comme ça, et le deuxième comme ça. Donc voilà la représentation de la couche de valence qui a une importance. C'est la couche de valence qui a une importance parce que cette couche qui va participer dans la réaction chimique, dans les liaisons chimiques. Un autre exemple, c'est le chrome. Z égale à 24. Donc, je peux faire la configuration électronique et finalement, je peux avoir à la fin 4s2,
3D4. C'est ce qu'on appelle les électrons de cœur, ou ça c'est la couche de valence. N le plus grand c'est 4, ou la sous-couche incomplète c'est D, normalement la capacité c'est 10, ici il n'y a que 4. Si on respecte la règle de remplissage, c'est ce qu'on va trouver. Donc ici il y a une anomalie, la configuration la plus stable c'est 4S1 3D5, c'est-à-dire D moitié rempli, D contient 5, mieux que D contient 4. Ça, c'est plus stable énergétiquement, correspond à une énergie plus petite que D contient 4. De même, il y a une anomalie, ou bien, c'est-à-dire pour le cuivre, Z égale à 29, je peux faire la même chose, configuration électronique, la couche de valence c'est 4S2, 3D9, si on respecte les trois règles de remplissage, mais en réalité, la configuration la plus stable c'est 4S1, 3D10. C'est-à-dire D contient 10, mieux que D contient 9. Donc l'anomalie, c'est le mot pour avoir lorsqu'il manque 1 pour arriver à la moitié, ou bien pour arriver à 10. Donc c'est le chrome, par exemple, et le cuivre, il y a une configuration électronique si on respecte les règles de remplissage, mais en réalité, il y a une autre configuration plus stable. Alors, je passe aux tables périodiques. Vous savez que le tableau périodique ou bien tableau de Mendeleev, proposé en 1869, donc contient les éléments classés selon Z croissant, le nombre de protons, bien le numéro atomique, et le tableau périodique est constitué de 18 familles ou groupes. Et pour les éléments de la même famille, ont la même couche de valence. Par exemple, si on prend les halogènes, lorsqu'on dit les halogènes, c'est la colonne ou bien la famille 17. Et donc les halogènes comme F, l'ior, par exemple, caractérisés avec une couche de valence de S2, 2p5. Si on prend par exemple le chlore, c'est la même chose, mais avec un autre N, de S2 et 3p5. Le même nombre des électrons de valence, la même forme de la couche de valence, changement seulement de n max qui permet de distinguer une ligne par rapport à une autre. Alors, le tableau périodique est constitué de 7 lignes, ou bien ce qu'on appelle 7 périodes. Des éléments de la même période et caractérisés avec le même n max de la couche de valence. Par exemple, si on prend la troisième période, la troisième ligne, sodium, la couche de valence c'est 3S1. Après, c'est 3S2, c'est Mg. Après, les autres éléments jusqu'à l'argon, le gaz noble, qui est caractérisé avec une couche totalement remplie ou bien saturée, 3S2, 3P6. Donc la couche de valence, le N max, c'est 3. Donc ça permet de dire que les éléments appartiennent à la même période ou bien la même ligne. Et on peut distinguer dans la tableau périodique entre différents blocs, par exemple le bloc P, le bloc S, pardon, c'est ça. Donc, les éléments qui appartiennent à ce bloc caractérisés avec une couche de valence sous cette forme. NSX avec X peut prendre 1 ou 2. Les éléments qui appartiennent au bloc D caractérisés avec une configuration électronique s'écrit NS2, N-1, DY avec Y peut prendre 1 jusqu'à 10. Et le troisième bloc, c'est NS2, NPZ avec Z peut prendre de 1 jusqu'à 6. Donc ça, c'est la couche de valence des éléments de chaque bloc. Donc c'est le bloc S, IP et D le plus utilisé. Et il y a aussi, bien sûr, le bloc F, mais c'est rarement utilisé. Alors, pour savoir la position d'un élément dans la plaque périodique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends par exemple O, Z est égal à 8. La configuration de la couche de valence, c'est créer 2S2, 2Pi4. Donc, pour savoir la colonne, ou bien la famille, ou bien le groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le nombre des électrons de valence, c'est combien? 6. Si l'élément appartient au bloc S et au bloc D, c'est bon. Sinon,
Si on est dans le bloc P, c'est le cas, parce que la configuration électronique s'écrit avec cette façon, la même forme que ça, Z égale à 4. Donc, dans ce cas, il faut ajouter 10. Et comme ça, on va voir la famille 16. Et pour la ligne ou bien la période, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller Nmax, Nmax 2. Nmax 2, donc c'est la deuxième période ou bien la deuxième ligne. Donc voilà comment on peut déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique. Alors, on passe à l'évolution des propriétés physiques et chimiques dans le tableau périodique. Et je commence par N, le rayon atomique. Alors, la première chose, le rayon atomique augmente parce que augmenter les couches, ça permet d'augmenter le rayon. La même chose ici, je peux expliquer l'augmentation de rayon. Comment? Parce que ici c'est l'hydrogène, ici c'est l'hélium par exemple. Que le cas d'hélium, il y a la force attractive plus grande que la force attractive dans le cas d'hydrogène. Donc, comme ça, le rayon augmente dans ce sens. Autre chose, c'est électronégatif, l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, si vous prenez par exemple X à l'état gazeux, ça va donner X à l'état gazeux plus un électron. Donc, l'énergie pour arracher un électron, c'est une énergie positive, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. Donc, l'énergie d'ionisation augmente dans la gauche vers la droite et de bas vers le haut. Pourquoi? C'est inversement proportionnel au rayon. Donc, lorsque le noyau et l'électron sont éloignés, c'est facile d'arracher l'électron. Par contre, si l'électron est très proche, très attaché au noyau, c'est difficile d'arracher l'électron. Donc, l'affinité électronique augmente aussi dans ce sens, la gauche vers la droite. Et verticalement, c'est presque une constante. Pour l'électronégativité, c'est-à-dire que si c'est la capacité d'attirer les électrons d'une liaison, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, X max, c'est X de fluor qui est égal à 4,1. Donc, si vous voulez, le fluor, c'est l'électronégativité maximale. Donc, l'électronégativité augmente de la gauche vers la droite et de bas vers le haut. Et il faut noter que plus xi est grande, plus que l'élément est oxydant et inversement. Voilà le tableau périodique, si vous voyez, donc contient les différents éléments, les différents blocs, etc. Donc ici, ce qu'il faut noter ici, ce qu'on appelle les gaz, colonne 18, ou bien le groupe 18, c'est les gaz nobles. Ici, c'est les halogènes, les chalogènes, ici les alcalins terreux, etc. Donc chaque groupe, il y a un nom bien déterminé puisqu'ils sont des caractéristiques communes. Alors, on passe à la définition des liaisons covalentes. C'est quoi les liaisons covalentes? C'est la liaison en commun de deux électrons entre deux atomes. J'ai un atome A, un atome B. Je cherche à lier entre les deux, donc on fait une liaison. C'est quoi une liaison covalente? C'est la mise en commun de deux électrons entre les atomes. Comment? Le premier cas, par exemple, HCl, qu'est-ce qu'on peut faire? L'hydrogène va participer avec un électron, le chlore avec un électron. Si vous prenez par exemple le schéma de Lewis de H, c'est comme ça, avec un seul électron. Cl avec 3 doubles libres et un électron célibataire. Chacun va participer pour avoir une liaison covalente entre les deux. Donc il y a une autre manière pour avoir ça aussi, c'est un élément va donner les deux, ou bien une molécule, ou bien une espèce va donner le doublé. Par exemple, pour H+, il n'y a pas d'électron. Pour H2O, il y a un doublé. Il y a des doublés. Donc, la liaison formée sera entre H2O et H+, et c'est l'eau qui va participer avec les deux électrons. C'est pas comme l'exemple avant, ou bien liaison covalente propre. Ici, les deux électrons viennent de H2O.
pour avoir bien sûr H3 plus. Alors la règle d'octet, c'est quoi la règle d'octet? Octet c'est 8. 8 de quoi? Électrons. Si on divise 8 sur 2, ça va donner 4. 4 doublés. Ou doublé peut être libre ou bien libre. Donc chaque atome, c'est supérieur à 4, a la tendance d'avoir sa couche externe 8 électrons, c'est-à-dire entouré de 4 doublés. Lorsqu'on dit doublé, les doublés peuvent être libres ou libre. On va voir des exemples où cette règle est respectée. Par exemple, pour H2O, j'ai l'oxygène comme ça, la couche de valence peut représenter comme ça, H c'est comme ça, H c'est comme ça, donc je peux faire une liaison comme ça, je peux faire une liaison comme ça va donner O comme ça. Donc comme vous voyez, l'oxygène respecte la règle d'octet puisqu'il est entouré avec 1, 2, 3, 4. 4 doublés en total. Il y a, dans ce cas, il y a 2 libres, 1, 2, où il y a 3, 4 sont liants ou bien non libres, c'est-à-dire ce sont des électrons qui forment des liaisons. Alors, le schéma de Lewis, c'est quoi le schéma de Lewis? C'est la représentation des différentes liaisons qui se trouvent entre les atomes dans une molécule, dans le plan bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir cette représentation? La première des choses, il faut calculer le nombre des électrons de valence dans la molécule. Par exemple, si vous prenez H2O comme exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Ne, c'est combien d'électrons? Donc le premier hydrogène, 1 électron, deuxième 1 électron, l'oxygène 6, et moins 0 puisqu'il n'est pas chargé. S'il est chargé par exemple positivement, tu vas faire moins 1, moins 2, c'est chargé négativement, tu vas faire plus. Donc Z c'est algébrique, c'est nombre de charges. Ça va donner combien? 8. Si on divise Ne sur 2, ça va donner un nombre pair. Donc ça va donner un nombre entier, ça va donner 4 doublés. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire si j'ai Ne impair? Il faut retrancher 1 et diviser sur 2 pour avoir Ne moins 1 sur 2 doublé et un électron célibataire. Et bien sûr, n'oubliez pas que la règle d'octet doit être respectée par exemple pour l'azote, l'oxygène, le fluor, etc. Carbone. Alors, je termine par la dernière question, la géométrie de molécule. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la géométrie d'une molécule dans l'espace? C'est très simple. Vous prenez la molécule, le schéma de Lewis de cette molécule, et il y a une théorie qui est basée sur la répétition des électrons de la couche de valence. Et à partir de ça, je peux savoir compter le nombre des doublés liants et non liants autour de l'atome central. Je peux écrire la molécule avec cette façon. A, c'est quoi? A, c'est l'atome central. X, c'est une liaison ou bien le regroupement d'atomes autour de cet atome central. Et P, c'est le nombre des X. Combien de valeurs de X? Donc X pour nous, c'est atome ou bien regroupement d'atomes. Et P, c'est le nombre de X. E, c'est un doublé libre. Et Q, c'est le nombre de ces doublés libres. Par exemple, j'ai H2O, je peux l'écrire sous la forme de quoi? A, c'est l'oxygène, c'est O. X, c'est les H, combien de H? Il y a 2. Et E, combien de doublés libres autour de l'atome d'oxygène? Vous savez que le schéma de Lewis de la molécule est déjà représenté comme ça. Donc, combien de doublés libres? Il y a 1, 2 doublés libres, on va mettre 2 ici. Voilà. Donc, à partir de ça, donc il y a une théorie VSEPR, ou bien la théorie de la répulsion des électrons de la couche de valence, c'est-à-dire il y a une répulsion et la molécule s'arrête à une situation stable où la répulsion est minimale. Donc, ce n'est pas nous qui détermine la géométrie. À partir de ça, je peux savoir, il y a un tableau qui résume tous les cas possibles, je peux savoir la géométrie. Par exemple, dans ce cas, on va voir que dans le tableau, il s'agit d'une molécule coudée, ou bien en V, c'est-à-dire la molécule sera comme ça, d'après notre théorie.
Donc, il résulte que A est entouré avec N égale à P plus Q doublé, mais mélangé entre les doublés libres ou doublés liants. On peut avoir que les doublés liants, ou bien le cas par exemple de CH4, pas de doublé libre, mais généralement il y a un mélange entre les deux. Alors, donc si n doublés vont s'éloigner au maximum les uns des autres de façon à minimiser leur énergie de répulsion. Voilà, n égale à 1, c'est linéaire, n égale à 3, c'est trigonal, plein, n égale à 4, c'est tétraédrique, n égale à 5, c'est bipyramide trigonal, et n égale à 6, c'est octaédrique ou bipyramide à base carrée. Et voilà le tableau qui résume les différents cas où se trouve H2O par exemple. H2O pour nous se trouve lorsque n égale à 4, c'est un tétraèdre, mais il y a deux doublés libres et deux doublés non liants. Donc il s'agit de cette situation. N, c'est 4, deux doublés de liaison, ou bien deux groupements d'atomes et deux doublés libres, et ça va donner une molécule sous forme de V. Il y a des molécules similaires comme H2O, donc c'est cet exemple qu'on a donné. De même pour le reste, donc ici je vais écrire la molécule sous la forme de AX, P, EQ, et le tableau permet d'affecter à chaque écriture une géométrie bien déterminée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.